Bienvenue dans ce cours sur mieux vivre son quotidien, trouver l'équilibre. En fait, dans des environnements professionnels où on est de plus en plus confronté à des difficultés, des problèmes relationnels, de la surcharge de travail, voire de la souffrance, parfois ces difficultés peuvent être amplifiées par un quotidien qui va manquer d'équilibre et de sérénité. Au fond, pour pouvoir être bien dans son travail, ça demande aussi d'avoir un équilibre de vie à côté qui est satisfaisant en fait, puisque ça va éviter de rajouter de la difficulté sur de la difficulté. Donc c'est vraiment trouver un chemin dans son équilibre de vie et dans son équilibre personnel, de manière à pouvoir cheminer de manière plus constructive et à être plus serein dans son quotidien de vie personnelle et professionnelle. Donc, pour me vivre votre quotidien, parfois, il y a tout un ensemble de raisons qui fait que c'est compliqué. Et on va ramener du travail le soir à la maison, on va rentrer tard, on va avoir des accès distants, notamment de plus en plus avec le télétravail, on va avoir les réseaux sociaux qu'on va devoir animer, etc. Ce qui fait que la vie professionnelle envahit de plus en plus le quotidien, ou en tout cas peut être de plus en plus présente. Et ça demande donc de vraiment veiller à avoir un bon équilibre entre ce qu'on souhaite faire et l'ensemble des exigences qu'on peut avoir au regard de notre emploi et de notre vie au quotidien. Je ne suis pas en train de dire, tu sais, qu'il ne faut jamais travailler chez soi ou il ne faut pas gérer ses affaires. Chacun va trouver son juste équilibre, la bonne donnée pour lui. Mais c'est trouver ce qui va vous convenir de manière à être en capacité de vous sentir bien et serein dans la vie. Et au fond, une des choses que j'observe, et j'aurai évidemment l'occasion d'y revenir à travers ce cours, c'est que souvent, c'est le temps pour soi qu'on va négliger, le plus souvent. Parce qu'effectivement, il existe en fait, au fond, trois grands types de temps dans la vie. Le temps du travail, le temps relationnel et le temps pour soi. Et c'est trouver ce juste équilibre entre toutes ces données. Et quand je parle d'équilibre, je ne suis pas en train de vous dire de trouver la bonne gagne qui va marcher à tous les coups, pour tous les jours, pour toutes les semaines, pour tous les mois et pour toutes les années de votre vie. Le bon équilibre, c'est parfois quelque chose de différent à tous les jours ou à toutes les semaines. N'oubliez jamais, un équilibre, c'est quelque chose de dynamique. Un équilibre, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de dynamique. Si vous vous mettez à cloche-pied et que vous essayez de tenir en équilibre, effectivement, si on vous regarde de loin, on a l'impression que vous ne bougez pas. Mais la réalité, c'est que l'ensemble des muscles de votre corps va être mobilisé pour maintenir cet équilibre. Et au fond, pour maintenir l'équilibre, vous allez faire des micro-oscillations, voire des plus grandes si vous avez du mal à maintenir l'équilibre. Et donc, vous voyez bien qu'un équilibre, c'est un mouvement dynamique. C'est quelque chose d'actif. C'est quelque chose qui se réinvente en permanence. Donc, déjà, enlevez-vous tout de suite de base l'idée de vous dire « Ok, là, je vais faire ce cours, puis je vais trouver la bonne affaire à tout jamais. Ça n'existera jamais. » Alors, le temps du travail. Le temps du travail, c'est un temps le plus souvent qui est assez incompressible. C'est-à-dire qu'en général, on doit travailler un certain durée, un certain temps, 7 heures, 8 heures. Tout va dépendre effectivement des métiers, des organisations, parfois plus en fonction des métiers, des périodes. Mais en tout cas, c'est pas toujours facile de jouer sur son temps professionnel parce qu'il a, je dirais, des contraintes extérieures. Néanmoins, c'est quand même intéressant de voir si vous-même, vous ne dépassez pas votre temps de travail. Si finalement vous êtes payé pour faire 35 heures par semaine, pourquoi vous en faites 40? Vous n'êtes pas payé pour ça. Est-ce que parce que ça vous plaît, parce que vous avez envie? Ou est-ce que c'est un surcroît d'activité ponctuel? Moi, j'ai aucun problème avec les surcroîts d'activité ponctuels. Parfois, c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Mais quand ça devient régulier, régulier, c'est quand ça dure depuis déjà quelques semaines. C'est déjà régulier. Ponctuel, c'est quand c'est une fois de temps en temps, je sais pas moi, une fois par mois, voire moins. Donc ça va vraiment être important. Si vous observez que vous avez des difficultés par rapport à tenir votre cadre de travail, etc., à tenir vos limites,
Vous trouverez des cours sur le sujet sur la plateforme, sur l'organisation au travail, sur savoir poser ses limites, sur la gestion du temps, etc. Qui sont des choses qui peuvent vous aider, où vous pourrez trouver des pistes justement par rapport à cette problématique spécifique. Mais on est bien d'accord que le temps du travail, c'est un temps un peu, en général, incompressible. À la marge qu'on gère ça intelligemment. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander effectivement de prendre vos PDF de cours, puis d'aller prendre un moment pour répondre aux questions suivantes. Est-ce que vous avez tendance justement à dépasser ou pas vos horaires de travail? Et si oui, est-ce que vous le faites souvent ou c'est vraiment très ponctuel? Au fond, finalement, la semaine dernière ou le mois dernier, c'était comment? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la réponse de maintenant, pas celle de il y a 6 mois. Si vous ne faites pas d'heures supplémentaires et que vous gérez bien vos horaires de travail, bravo, super, félicitez-vous. Si vous voyez que ça tangue un peu, vous pouvez répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce que vous faites des heures supplémentaires? C'est quoi votre bénéfice? Croyez-moi, hein, on ne fait jamais rien pour rien. Il y a toujours un bénéfice secondaire. On veut se faire bien voir, on a peur de se faire envoyer, on se dit que tout le monde fait ça, alors on fait comme les autres. On a l'impression d'être important. Peu importe, tu sais, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a celle qui est juste pour vous. Ce serait quoi vos horaires de travail idéal? Si vous pouviez, tu sais, poser les choses. De manière réaliste, hein. Quand je dis idéal, c'est un idéal réaliste. Je ne parle pas d'un idéal fantasmé en disant bah, moi, si je pouvais travailler 2 heures par semaine, ce serait formidable. Il n'y a quand même pas beaucoup d'emplois qui permettent ça. Donc, je parle de quelque chose de réaliste, mais finalement, dans votre journée de travail, vous aimeriez pouvoir vous organiser comment, idéalement. Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour faire un pas vers cet horaire idéal? Est-ce que vous pouvez aller échanger avec votre patron, négocier des choses avec votre responsable, commencer un poil plus tôt pour terminer un poil plus tôt? Est-ce que vous pouvez finir un peu plus tôt, puis aller chercher vos enfants par exemple, ou faire les choses que vous avez envie de faire, puis recommencer un peu plus tard? Observez ce qui serait aménageable. Le temps relationnel. Le temps relationnel, c'est tout le temps qu'on va avoir avec nos amis, avec notre famille, avec nos enfants si on en a, avec les gens de notre réseau. C'est tout ce temps où on est en connexion avec les autres. C'est un temps nécessaire à la vie, utile, agréable, qui peut être fort sympathique, très bien utilisé. Mais c'est également un temps, en général, qui a certaines formes d'obligation, entre guillemets. Si vous avez choisi d'avoir une femme et des enfants, c'est normal de passer du temps avec eux. Si vous avez des amis, c'est normal de les voir un petit peu plus ou moins régulièrement. La famille, on peut aller la voir plus ou moins ponctuellement. Donc tous ces temps-là existent dans la vie. Et au fond, on a envie de le faire, hein, par plaisir, parfois aussi un peu par obligation, mais ça fait partie des tâches du quotidien. Dans les obligations du quotidien, dans ces tâches relationnelles, dans ces temps relationnels, je mets aussi des temps de course, de ménage, de cuisine, etc., qui sont un peu dans le temps du quotidien. Et tous ces temps-là, à nouveau, ce sont des temps qu'on offre, qu'on échange, qu'on partage en fait avec l'autre. Ce n'est pas un temps pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas du plaisir, mais c'est comme au travail, on peut prendre du plaisir à être à son travail, comme on prend du plaisir à être avec ses amis ou avec sa famille. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est du temps pour soi. Le temps pour soi, vous allez voir, c'est un autre type de temps. Donc, comment est-ce que vous occupez, vous, votre temps relationnel? Quelles sont les tâches, les occupations? Activités pour les enfants? Tâches ménagères? Temps en famille? S'occuper d'un proche, pour une raison X ou Y ou Z, parce qu'il a des difficultés, des problèmes de famille, etc. Est-ce que vous voyez certaines de vos occupations dans ce temps relationnel comme des obligations? Et si oui, lesquelles? Est-ce que vous vous dites, bah ouais, je fais ça, si je pouvais m'en passer, ce serait quand même sympa. Encore une fois, personne ne va aller vérifier. C'est pour vous. Je veux juste que vous preniez conscience de ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte de réaliser l'ensemble de ces tâches? C'est dans les tâches obligatoires qui peuvent nous sentir pas agréables, c'est parfois, je ne sais pas moi, faire le ménage. Hein.
faut bien que la maison soit propre. Qu'est-ce que ça vous apporte de réaliser ces tâches? C'est quoi votre bénéfice à vous? Qu'est-ce que vous aimeriez changer, transformer pour améliorer votre temps relationnel, votre temps quotidien? Si c'est le ménage qui vous tanne, est-ce qu'il est possible peut-être d'espacer les temps de ménage parce que habituellement vous le faites tous les 2 jours et que si vous le faisiez toutes les semaines, ça serait peut-être suffisant? Est-ce que vous pouvez prendre une femme de ménage? Vous allez voir votre famille toutes les semaines. Finalement, vous trouvez que ça fait trop parce que ça vous manquez de temps pour plein de choses. Est-ce que vous pouvez aller voir tous les 15 jours? J'en sais rien. Vous voyez, c'est vraiment observer comment vous pouvez moduler les choses pour trouver plus de sérénité dans vos temps relationnels en partant de ce qui est nécessaire de faire, parce qu'il faut tenir compte de la réalité, et en même temps de votre niveau de satisfaction suffisant. Et puis le temps pour soi. Le temps pour soi, c'est celui qu'on adore tous. C'est le moment où on va avoir du temps juste à soi pour faire ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de le faire. Tous les trucs qu'on fait juste pour soi, juste pour se faire du bien. Pratiquer un sport, lire un livre, aller au spa, marcher, contempler un coucher de soleil. Parfois aller boire un verre avec des amis. C'est tous ces temps juste pour nous. Et pourtant, à chaque fois qu'il se passe plein de choses dans notre vie, c'est ce temps-là qui disparaît. Moi, pour avoir accompagné des centaines, des milliers de personnes, je vois bien qu'à chaque fois que les gens se sentent débordés dans leur vie, ils n'ont plus de temps pour eux. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites pour vous? Ah ben j'ai pas le temps. Vraiment pas le temps. Non, non, non. Ok. Vous savez, le temps pour soi, on n'en a pas nécessairement besoin des tonnes et des tonnes. Ça dépend des gens. Certes, il y a des gens qui vont avoir besoin d'un 2 heures de temps pour soi par jour, mais il y a des gens, à 20 minutes va leur suffire. Donc c'est vraiment d'observer ça. Et le temps pour soi, c'est un incontournable. N'oubliez jamais, l'image, c'est un tabouret à 3 pieds. Un tabouret à 2 pieds, ça ne tient jamais debout. Il n'y a aucun tabouret à 2 pieds. Ça ne tient pas debout. C'est toujours bancal. C'est pour ça que c'est un minimum 3 pieds. À partir de là, ça créera une énorme stabilité. Et bien imaginez que vos 3 temps, c'est les 3 pieds de votre tabouret. Le temps du travail, le temps relationnel et le temps pour soi. Et à chaque fois que vous enlevez un temps, vous êtes déstabilisé. Et quand à un moment, notre quotidien prend beaucoup de place, on enlève le temps pour soi. Si à un moment, notre travail prend beaucoup de place, on enlève le temps pour soi. Pourquoi? Parce que les 2 autres, on l'a bien vu, ils ont plein de contraintes et d'obligations. Mais pas le temps pour soi. Et c'est aussi pour ça qu'il est si important à le mettre en place dans votre vie, dans votre quotidien. Donc je vous invite à nouveau à retourner dans votre PDF de cours, puis à vous dire, ok, est-ce que vous prenez du temps pour vous? Combien de temps par jour, par semaine? Et si vous n'en prenez pas, pourquoi vous n'en prenez pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les raisons? Combien de temps idéal vous aimeriez avoir? 2 heures par jour? 2 heures par semaine? Ça, c'est propre à chacun, il n'y a aucune bonne réponse. Puis encore une fois, je vous l'ai dit au début, si aujourd'hui vous vous dites, bah, moi si j'avais 1 heure par semaine, ce serait super, peut-être que dans quelques temps, ce sera autre chose. Dans, je ne sais pas moi, 6 mois, 1 an, peut-être ce sera autre chose. Mais maintenant, ce serait quoi votre idéal? Et qu'aimeriez-vous faire pour vous pendant ce temps-là? Aller danser, aller chanter, aller faire un sport, aller méditer, aller jardiner, faire la sieste, prendre un bain, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez envie de faire juste pour vous, qui va vous faire du bien, juste à vous? Votre petit truc à vous. Quel engagement est-ce que vous pouvez prendre vis-à-vis de vous-même, ici, là, maintenant, pour passer à l'action sur ce point? Allez, on n'attend pas. On ne se dit pas, je le ferai plus tard quand j'aurai du temps. On a bien compris que le temps, il ne va pas arriver par le miracle. Donc, si vous voulez du temps, c'est aujourd'hui, demain qu'il faut passer à l'action. Je vous le dis, parfois c'est un 10 minutes. Moi, j'avais une cliente, quand elle rentrait chez elle, elle avait besoin d'un temps pour elle.
Elle avait expliqué à toute sa famille, tout le monde le savait. Elle arrivait du travail, elle se posait dans son canapé, elle regardait des magazines, des livres. Elle prenait comme peut-être 20 minutes, quoi. Ça lui faisait un peu ce moment entre le travail, le retour à la maison. Elle faisait un peu ses petits machins, ça lui faisait du bien. Au bout de 20 minutes, elle posait tout. Elle allait voir tout le monde et elle disait: ça y est, je suis prête. Et puis elle gérait les enfants qui avaient envie de lui raconter ceci, les devoirs de cela, le repas de trucs, et bla, et bla, et bla, et bla, et toute la vie du quotidien. Mais elle avait eu ce petit moment, ce petit temps. Donc vous voyez, elle, c'était un petit temps tous les jours. Moi, je connais des gens qui me disent: bon, moi, je me prends une matinée, je vais me faire mes 2 heures de marche ou de sport ou whatever, puis ça me fait du bien, ça me suffit largement. Il n'y a pas de bonne règle. Il y a celle qui est bonne pour vous. Puis si vous ne savez pas, vous savez quoi? Faites des essais. Essayez un truc. Puis un autre moment, essayez-en un autre, s'il faut. L'équilibre en période de crise et de stress. On a bien compris tous les temps. Je pense que vous avez maintenant un petit plan d'action, en tout cas je l'espère. La période de crise et de stress. Ça, c'est un moment important parce que nos bonnes habitudes, quand on est en période de crise et de stress, en général, elles prennent le bord. Dès que ça commence à être plus compliqué, choup, je vous l'ai dit, hein, tout d'un coup, il y a une grosse pression au travail, il y a plein de tensions, on commence à rajouter des heures, et qu'est-ce qu'on fait disparaître? Le temps pour soi. Puis on commence parfois à empiéter sur le temps familial. Un grand classique. Plus vous allez être solide dans les choses qui sont importantes pour vous, plus vous allez être en capacité, effectivement, quand il y a des périodes de crise et de stress, de conserver l'ensemble de ces temps. Ça ne veut pas dire que s'il y a des surcharges d'activité au travail ou des problèmes à la famille, il ne faut pas y consacrer plus de temps. Ça veut dire qu'il faut moduler les choses. Et donc, il faut en échanger. Parfois, on peut poser des RTT au travail parce qu'il faut donner du temps à la famille. Parfois, effectivement, on va demander à nos proches en disant: mais écoute, en ce moment, c'est une période de grosse activité au travail. Donc peut-être que, est-ce que tu peux pas prendre un peu plus de tâches à la maison, un peu plus de choses au quotidien pour que moi, ça me dégage un peu plus de temps? Peut-être qu'habituellement, on part faire 2 heures de sport, puis on va en faire qu'1 heure. On peut moduler les choses, encore une fois. Trouver un équilibre qui va être juste dans cette période-là. Mais si toutes vos bonnes pratiques sont là, vous allez pouvoir cheminer à partir d'elles, quoi. Donc, veillez à avoir des bonnes pratiques d'équilibre au quotidien pour que quand c'est la crise, vous puissiez gérer ça en bonne intelligence. Puis en même temps, moi je dis souvent, hein, vraiment, quand il y a des périodes de stress, de crise, etc., c'est encore plus important de prendre soin de soi. En général, c'est ce temps-là qu'on doit un peu rajouter, consolider, pour être certain de tenir le cap. Si tout ce que vous avez à gérer vous amène plus de stress, plus de tension, et que vous arrêtez de pratiquer votre sport, de méditer, de faire vos activités de loisirs, qu'est-ce que ça va faire? Réaugmenter votre niveau de stress, tout simplement. Donc faites attention à ça et mettez les bonnes habitudes en place dès le début. Puis quand ça va être la période de stress, vous pourrez gérer. Et puis au besoin, si pendant un temps, effectivement, c'est pas possible, et au besoin, une fois que ce temps est terminé, de cette période de stress qui a duré quelques jours, organisez-vous pour avoir un temps de régénération en arrière. Si vous savez qu'au travail, pendant 4-5 jours, vous allez avoir une charge de travail intense, pendant les 3-4 jours suivants, organisez-vous pour prendre des congés et faire quelque chose qui va vous permettre de vous régénérer et d'avoir un temps un peu plus off pour trouver cet équilibre. L'autre point qui est important, c'est profiter du moment présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais, c'est un poncif, tout le monde dit ça, quoi. Mais néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est que si vous mangez une glace, vous pouvez la dévorer puis la manger en 2 minutes. Ou vous pouvez prendre le temps et faire en sorte qu'elle dure un temps beaucoup plus long. Pas trop avec la glace, parce que sinon ça fond, on est d'accord. Mais vous comprenez bien que on peut la dévorer ou on peut prendre le temps de savourer chaque bouchée. Et l'expérience va être complètement différente. C'est la même chose avec toutes les tâches qu'on fait. Et au fond, si on veut effectivement avoir
du temps de qualité, bah, ça demande d'y mettre de la qualité. Ça demande de se réjouir de ce qu'on fait au moment où on le fait. Et parfois les gens nous disent moi j'ai vu par exemple beaucoup de clients me dire: «J'aimerais ça avoir plus de temps avec mes enfants, mais avec le travail, avec ci, avec ça, j'y arrive pas». Je dis: «OK, mais ça se passe comment le temps avec vos enfants? Est-ce que finalement, ce temps que vous avez avec vos enfants, cette demi-heure peut-être, si elle était vraiment de qualité, c'est plutôt que d'être un peu avec vos enfants, puis un peu sur le téléphone, puis un peu en train de parler avec votre compagne et cetera, à un moment vous décidiez que vous allez vous asseoir par terre et que vous allez faire un jeu avec vos enfants pendant une demi-heure et vraiment être là avec eux, les écouter et ne rien faire d'autre. Et bien vous verrez que la satisfaction de ce temps qui est peut-être limité va être incroyablement nourrie. Et c'est pareil pour tout. Quand vous êtes au travail, faites les choses avec sens, nourrissez-les. Moi, je vous disais, je suis pas une fan de ménage là. C'est euh, c'est pas la tâche que je préfère. Mais quand je le fais, je me dis ok Marie, nourris ce temps. Pourquoi je fais mon ménage? Parce que je veux que ma maison soit propre, parce que j'aime ça quand elle est propre. Alors je vais pas le faire en subissant le truc et en râlant du matin au soir. Ça me prend pas quand même toute la journée, on est d'accord. Mais je vais essayer de faire les choses en me disant, allez, pense à l'objectif, à la satisfaction que tu vas avoir après pour ne pas vivre ça comme si c'était quelque chose de torture. Quand je suis avec des amis, j'essaie de profiter de ce moment-là. Parce que c'est un temps qui ne va pas être infini, quoi. Donc plus vous allez nourrir les temps que vous avez, que ce soit le temps pour vous, le temps relationnel et le temps professionnel, plus vous allez nourrir du travail, plus vous allez nourrir de la satisfaction, je veux dire. De la satisfaction dans votre travail, de la satisfaction dans vos relations et de la satisfaction vis-à-vis de vous-même, quoi. Est-ce que vous avez l'habitude, prenez votre PDF de cours et répondez, est-ce que vous avez l'habitude de profiter du moment présent? Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place afin d'améliorer, même d'un point en fait, ce temps de qualité en fait? Je vous dis, hein, c'est porter l'attention, c'est tout d'un coup se dire, allez, c'est ça que je choisis de faire à cet instant. Comment je peux le faire pour que ce soit le plus nourrissant, le plus satisfaisant possible? Maintenant qu'on a vu tout ça, comme on parle de mieux vivre son quotidien, de trouver son équilibre, je voulais également vous livrer quelques stratégies qui favorisent le bonheur. Ça paraît un peu incroyable et pourtant, euh, c'est plein de petits conseils sympas et je trouvais ça intéressant de vous les livrer ici parce que ça peut vous donner des petits tips pour voir comment améliorer l'ensemble de votre temps. Là, je vais vous présenter en fait 10 stratégies, attitudes qui ont été identifiées comme favorisant le bonheur par un organisme à but non lucratif qui s'appelle Action for Happiness, donc Action pour le bonheur, qui est un organisme britannique. Et ils sont basés vraiment sur un examen approfondi de recherche en psychologie, euh, sur tout ce qui affecte le bien-être mental des personnes. Donc ces 10 habitudes, c'est donner, faire des choses pour les autres. Ça, c'est une bonne habitude qui nous donne du bonheur. Donc, est-ce que vous mettez ça en place dans votre vie? Être en relation, connecter avec les gens. Ça aussi, c'est un plus. Faire de l'exercice et plus généralement, prendre soin de son corps. C'est ça qu'on entend par faire de l'exercice aussi. Apprécier, remarquer le monde autour de vous, les bonnes choses qui se produisent dans la vie. Un coucher de soleil, le vent dans les feuilles d'un arbre, un enfant qui rit, peu importe. Apprécier, expérimenter, continuer à apprendre de nouvelles choses. Ça nous rend toujours heureux, ça nous stimule, ça nous nourrit. La direction, c'est-à-dire avoir des objectifs encourageants et qui permettent de travailler à leur réalisation.
avoir avancé dans une direction, ça nous rend heureux. Parce qu'on a un objectif, parce qu'on sait où on s'en va. Et à chaque fois qu'on avance vers notre objectif, ça nous nourrit. La résilience. Trouver des façons de rebondir après les difficultés. La résilience, c'est tout ce cheminement qui nous fait passer d'un état à un autre et tout ce qu'on crée au milieu. L'émotion. Prendre une approche positive. Faire des choses qu'on aime. Nourrir ses émotions, quoi. Faites-vous vivre des choses. L'acceptation. Être confortable avec qui vous êtes. Signification. Faire des choses qui donnent le sentiment que votre vie a un sens. Ou de faire partie, de contribuer à quelque chose de plus grand que vous. Ça, c'est ces 10 points qui, effectivement, en général, amènent plus de bonheur. Vous voyez, c'est des petites choses toutes simples, très concrètes, faciles à mettre en place dans son quotidien. La psychologue Karen Pin de l'université de Hertfordshire, je ne sais pas trop comment ça se dit, qui est présidente de Do Something Different, elle a réalisé un sondage et elle donne en fait les conseils suivants pour pratiquer l'habitude de l'acceptation de soi. Elle dit: soyez aussi bon pour vous que vous l'êtes pour les autres. Très souvent, on est très bienveillant vis-à-vis des autres, mais pas vis-à-vis de soi-même. Voilà un excellent conseil. Voyez vos erreurs comme des occasions d'apprendre. Remarquez les choses que vous faites bien, même les petites. Je pense que je vous l'ai déjà bien des fois répété. Demandez à un ami de confiance ou à un ou une collègue de vous dire quelles sont les forces qu'ils apprécient chez vous. Ça aussi, ça vous permet d'identifier les choses. Ça, c'est des conseils que je donne, que vous retrouverez dans d'autres formations sur Bigger. Passez un peu de temps seul. Branchez-vous sur la façon dont vous vous sentez à l'intérieur et essayez d'être en paix avec qui vous êtes. Prendre un temps seul, c'est un temps de repli sur soi, où on peut s'accueillir dans ce qu'on est. Donc maintenant, par rapport à toutes ces bonnes pratiques, ces petits conseils, tout simples du quotidien, je vous invite à vous dire, allez, c'est lesquels que vous allez mettre en place dans votre quotidien? Reprenez-les, relisez-le, allez dans votre PDF, quoi. Puis dites-vous, ok, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien personnel et professionnel concrètement pour mettre des choses en place et peut-être effectivement améliorer mon quotidien de vie. Maintenant que vous avez bien identifié ce que vous pouvez faire, que vous êtes fixé des petits objectifs, je vous dis bon passage à l'action. Et puis surtout, développer de la persévérance. Parce que c'est jamais simple de changer des habitudes. C'est jamais simple de changer des comportements. Donc, allez-y step by step. Si un jour vous n'y avez pas réussi, c'est pas grave. Vous recommencerez demain. C'est à ça que ça sert la persévérance. C'est à jamais lâcher face aux choses qui sont importantes pour nous. Je vous souhaite bonne continuation avec tout ça et je vous dis à bientôt sur Bigger.